avant d'entrer dans l'analyse épidémiologique des choses, c'est que je voudrais quand même expliquer que sur base de l'historique de nos connaissances sur les épidémies en général, c'est que l'histoire des épidémies nous apprend que l'on finit toujours par revenir à une vie normale, quoi qu'il en soit, parce qu'on trouve des solutions, et ces solutions sont le vaccin, ce sont des traitements, ou c'est la disparition spontanée de l'agent infectieux pour toute une série de facteurs environnementaux qu'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas. Et quoi qu'il en soit, lutter contre les épidémies, on le fait depuis de nombreuses décennies, et on sait très bien, en termes médicaux et de santé publique, comment est-ce qu'il faut les prévenir et quels sont les moyens disponibles. Et ce sont soit des moyens qui sont spécifiques à la maladie proprement dite, que serait une thérapeutique, un vaccin, ou éventuellement l'administration d'immunoglobulines pour des personnes particulières au niveau hospitalisation, soit ce sont des mesures non spécifiques, parce qu'on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin, et on sait très bien que lutter contre les maladies transmissibles, c'est lutter essentiellement à travers des mesures d'hygiène, individuelles et collectives, on les a appliquées maintenant depuis 2 ans. C'est mettre en place des mesures d'éviction des malades contagieux, et ça c'est la fameuse triade tester, isoler et suivre après. Et puis alors c'est aussi la mise en place de chimioprophylaxie, c'est-à-dire des traitements qui ne sont pas spécifiques à l'agent infectieux, parce qu'on ne les a pas encore, et ce sont des traitements qui doivent être des traitements qui doivent supporter, je dirais, les malades et qui doivent aider à diminuer le risque de formes graves de cette maladie. Et c'est vrai que dans la gestion de cette épidémie actuellement, il y a toute une série de volets, je dirais, des fondements de base de la lutte contre les maladies transmissibles qui sont soit surutilisés, soit malheureusement qui n'ont été peu pris en compte, comme par exemple les chimioprophylaxies. Ce qu'on a appris en tout cas de ce virus maintenant depuis 2 ans, c'est qu'en fait, c'est un virus, ce coronavirus, assez stable, fondamentalement. Alors on parle de 20 000 mutations depuis 2 ans, avec 5 mutations, 10 mutations majeures, enfin en termes de type de virus. En fait, ce virus est assez stable, il n'a pas fondamentalement changé dans ses formes cliniques, dans sa létalité, dans sa mortalité depuis 2 ans. C'est un virus qui évolue à bas bruit, sans doute depuis bien avant, en tout cas depuis l'année 2019. On a des hôtes susceptibles que sont les animaux, donc on a des réservoirs qui sont des réservoirs naturels, et donc on ne parlera pas bien sûr d'éradication de la maladie. Les voies de transmission sont tout à fait classiques, on est bien dans une infection respiratoire dans laquelle on a beaucoup tergiversé sur l'infection par les surfaces, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien une transmission par voie aéroportée, par les micro-gouttelettes qu'on émet en parlant. La transmission et la contagiosité sont fortes, la mortalité est modérée et est restée modérée malgré tous les variants qu'ont traversé, je dirais, cette pandémie. L'histoire clinique est complexe, et ça c'est vrai, c'est une réalité. Les cliniciens nous le rappellent très souvent. C'est une histoire clinique complexe, mais quoi qu'il en soit, qu'on commence de mieux en mieux à appréhender, surtout sous ces formes graves. Il n'y a pas vraiment d'effet saisonnier clair. C'est vrai que les paramètres environnementaux jouent. À l'échelle mondiale, on le voit bien, à l'échelle des continents, mais fondamentalement, on n'arrive pas vraiment à tenir compte de ce facteur saisonnier. Et puis, ce qu'on a oublié, c'est qu'il y a une vraie immunité qu'on acquiert petit à petit au fur et à mesure des vagues épidémiques. Et donc, cette immunité acquise petit à petit nous permet sans doute d'arriver à une autre phase actuellement dans la gestion de cette épidémie. Comme je vous l'ai dit, bien sûr, et c'est une erreur scientifique de dire qu'on va un jour éradiquer ce virus, il ne sera bien sûr non éradicable. C'est vrai que si on reprend les fondements, je dirais, de la médecine de la santé publique, si on regarde les chaînes de transmission d'une maladie transmissible, il faut un agent infectieux, c'est le SARS-CoV-2, celui-là on le connaît bien, on a bien compris ses caractéristiques. Il faut un réservoir animal et puis le réservoir humain. Il faut des modes de transmission. Les modes de transmission sont directs, ce sont bien les gouttelettes, ou ce sont des modes de transmission, je dirais, indirects par voie manuportée, on s'infecte les mains. Il faut une porte d'entrée, et celle-là on les connaît bien, c'est bien le nez, la bouche, les yeux essentiellement. Et puis, il faut des personnes susceptibles de tomber malades dans la population. Donc, ce sont des hôtes susceptibles qu'on appelle, bien sûr, des personnes qui sont à risque de faire la maladie et des formes graves. Et ces facteurs de risque, ils n'ont pas changé depuis le début de la pandémie. C'est bien les facteurs de risque qu'est l'âge, que sont les comorbidités et d'autres facteurs de risque liés à des caractéristiques individuelles d'immunodépression essentiellement. Et donc, fondamentalement, si on reprend ce schéma et toutes ces composantes, en fait, on a quasi tous les éléments. L'agent infectieux est bien là. Par rapport au réservoir, on n'a pas de traitement. Même si les traitements arrivent petit à petit, avec les traitements ambulatoires de type antiviraux, on a la désinfection, on a les mesures barrières, on a la distanciation physique, on a les mesures barrières par rapport à la protection individuelle, et c'est pour ça que le port du masque reste tout à fait pertinent encore à l'heure actuelle. Et puis alors, par rapport aux autres susceptibles, les gens qui sont à risque de faire des formes graves, on a le vaccin comme méthode de prévention, et ce vaccin est bien centré, a priori, surtout sur ces personnes à risque de faire la maladie dans sa situation les plus graves.
Alors évidemment, moi je suis épidémiologiste, donc j'aime commenter les courbes épidémiques, et donc j'ai repris simplement les courbes de Cienzano sur les contaminations en haut à gauche, sur les hospitalisations en haut à droite, sur les soins intensifs en bas à gauche, et puis sur la mortalité en bas à droite. Et bien ce qu'on va regarder, c'est l'extrémité droite de toutes ces courbes, c'est où est-ce qu'on en est, je dirais, dans ces différentes vagues épidémiques. Et bien ce qu'on regarde essentiellement par rapport à Omicron, la situation dont on est actuellement, on a bien sûr une forte vague de contamination, on le voit, hein, c'est le schéma en haut à gauche, mais on a surtout une vague des hospitalisations conventionnelles, traditionnelles, c'est-à-dire des personnes qui sont hospitalisées pour 24-48 heures, voire plus, qui sont souvent pour de la surveillance, parce qu'ils ont des facteurs de risque particuliers, mais qui vont quitter l'hôpital très rapidement, après 2-3 jours, puisque si vous regardez en bas à gauche la courbe des soins intensifs, en fait, il n'y a pas d'expression de la courbe Omicron sur les soins intensifs, et on le sait très bien maintenant depuis, je dirais qu'on a nos chiffres en Belgique. Par rapport à Delta, les gens qui sont hospitalisés, 40% allaient en soins intensifs. Maintenant qu'Omicron est là, parmi tous les hospitalisés, il y en a 15 à 17% qui vont en soins intensifs. Et puis heureusement, la mortalité est tout à fait, je dirais, maîtrisée, même si malheureusement il y a toujours des décès, maintenant depuis quasi toute l'année 2021, puisque je vous rappelle qu'il y a eu un excès de mortalité en 2020 de 18% en Belgique. En 2021, l'excès de mortalité était de moins de 4%. Et bien sûr, tout cet excès de mortalité n'est pas dû essentiellement qu'à la Covid-19. Et puis ce qui est intéressant quand même de regarder dans ces éléments épidémiologiques, c'est qui fait circuler essentiellement le virus actuellement. Si on regarde les taux de positivité par tranche d'âge, ce sont bien les plus jeunes, les enfants, ce sont les 0-20 ans. Alors 20 ans, on n'est plus enfant, on est bien d'accord, mais ce sont les plus jeunes dans nos sociétés qui font essentiellement circuler le virus. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont le plus d'interactions sociales, c'est eux qui ont repris l'école, etc. Et c'est tout à fait normal, et ça ne se traduit pas, bien sûr, sur, je dirais, une relation directe, bien sûr, heureusement, sur les hospitalisations dans ces tranches d'âge. Ce qui est un peu étonnant, c'est que si on regarde les dernières statistiques de Cienzano, parmi les cas, alors c'est un mauvais indicateur les cas, mais les personnes testées positives, on voit quand même maintenant depuis 2-3 semaines une augmentation des contaminations chez les plus de 90 ans, les plus de 85 ans, les plus de 90 ans. C'est comme si le sous-variant peut-être d'Omicron était en train de peut-être faire quelque chose d'un tout petit peu différent actuellement qu'on doit encore, je dirais, évaluer. Et puis il ne faut pas oublier la mortalité, plus de 29 000 décès en Belgique, ça je pense qu'il faudra quand même toujours le rappeler, avec quand même un tiers de ces décès dans les maisons de repos et de soins. Et puis alors regardons les couvertures vaccinales, puisque c'est l'objet de notre colloque aujourd'hui. Nous sommes donc dans la population des 18 ans et plus. Je ne vais pas entrer dans la vaccination des moins de 18 ans, parce que je pense que c'est une vaccination, en tout cas, je dirais, à l'époque d'Omicron, qui n'est plus du tout pertinente. Mais quoi qu'il en soit, chez les 18 ans et plus, elle reste pertinente par rapport à la prévention de formes graves chez celles et ceux qui auraient des facteurs de risque. Regardez, donc, ce sont les chiffres de Cienzano. On est à 93% de vaccination de doses chez les 65 ans et plus, 88% chez les 18 ans et plus, et si on regarde maintenant ceux et celles qui ont reçu le booster, c'est pas du tout, je dirais, un échec, en tout cas en Belgique, puisque 70% de la population des 18 ans et plus a eu 3 doses de vaccin actuellement. Alors arrive Omicron qui change complètement, je dirais, le profil de cette épidémie à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale. Omicron, en fait, c'est un petit cousin d'alpha et de delta qui a plus de 30 mutations particulières. Cette mutation entraîne une contamination encore plus forte que delta l'était, mais entraîne une moindre létalité. Et si on regarde, en fait, les caractéristiques, je dirais, cliniques de delta par rapport à Omicron, comme vous le voyez sur cette slide, mais Omicron, c'est vrai que c'est plus une infection respiratoire haute. Ce sont des maux de tête, ce sont donc une forte fatigue, ce sont de la fièvre, des frissons, de l'angine, parfois de la perte de goût, parfois de la perte d'odorat, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Mais quoi qu'il en soit, l'atteinte des voies respiratoires inférieures et les complications secondaires liées à cette souche sont beaucoup moins importantes par rapport au variant Delta. Alors, puisque c'est la vaccination qui nous intéresse, regardons ce qui se passe au niveau de la vaccination pour la susceptibilité de tomber malade par Omicron, la susceptibilité de tomber malade par Delta en général. Mais c'est vrai que si vous, ici, dans ce schéma, c'est une étude récente qui montre, par rapport aux vaccinés de doses, quel est le risque pour les non-vaccinés. Le risque pour les non-vaccinés par rapport à Omicron d'attraper la maladie est quasi la même que pour les vaccinés. Donc ça ne change pas en termes d'équilibre, puisqu'on voit que le risque est quasi de 1. Par contre, lorsque c'était le Delta, c'était tout à fait différent. Le risque d'attraper la maladie si on était non-vacciné par rapport à des vaccinés était beaucoup plus fort si on était non-vacciné. Donc on voit que ce différentiel est en train de changer complètement
avec Omicron, et on voit aussi l'effet par rapport aux personnes qui ont eu leur 3e dose de vaccin, leur booster. Là, la susceptibilité à la fois pour Omicron et Delta est quand même moindre si on a 3 doses par rapport à si on est vacciné à 2 doses. Donc voilà, donc, par rapport, je dirais, au fait de protéger la population, on voit qu'avec Omicron, ça ne change pas grand-chose d'être vacciné ou non vacciné, mais d'être 3 fois vacciné, 3 doses, protège un tout petit peu plus que si vous êtes vacciné à 2 doses. Et puis alors regardons quand même l'effet de la vaccination sur les hospitalisations. Alors ici j'ai repris les statistiques françaises, mais quoi qu'il en soit, c'est quasi le même gradient en Belgique. À gauche vous avez l'évolution des hospitalisations traditionnelles, à droite vous avez l'évolution des soins intensifs. Eh bien oui, c'est vrai, hein, on trouve plus de personnes non vaccinées en hospitalisation traditionnelle et en soins intensifs. C'est toujours le cas actuellement, puisque si vous êtes non vacciné, vous avez 8 fois plus de probabilité d'être en hospitalisation traditionnelle par rapport aux vaccinés de hausse, et le gradient est encore un peu plus fort pour les personnes en soins intensifs qui ont un risque supérieur à 10 s'ils sont non vaccinés par rapport à des personnes vaccinées. Mais donc, relativisons ça, on parle bien de personnes qui ont des comorbidités, qui ont des facteurs de risque particuliers, et l'âge en particulier est le facteur de risque majeur. Alors la vaccination est bien sûr un mode de protection tout à fait efficace contre les formes graves, mais le risque d'hospitalisation et de soins intensifs est bien proportionnel, je dirais, à vos facteurs de risque ou à votre état de santé particulier. Alors ici, j'ai repris un collègue qui nous avait envoyé ça, simplement l'évolution actuellement, ce sont les données de Sciences en Belgique, des admissions en soins intensifs. Vous voyez qui, depuis le 22 novembre, en fait, les admissions en soins intensifs chutent graduellement, de semaine en semaine, en Belgique. Et puis, j'ai repris à droite les admissions en soins intensifs pour les non-vaccinés. Et en fait, pour les non-vaccinés, le gradient est tout à fait identique en général. Donc depuis novembre, en fait, il y a la diminution tout à fait proportionnelle des entrées en soins intensifs chez les non-vaccinés et qui suit tout à fait la même logique que les admissions générales en soins intensifs. Et puis arrive bien sûr, je dirais, la panoplie de vaccins. Hein. Alors chacun peut se reconnaître dans ces slides. Moi j'ai reçu du Moderna, moi j'ai reçu du Pfizer, moi j'ai reçu plutôt de l'AstraZeneca. Alors on ne sait plus très bien si on avait fait le bon choix, mais quoi qu'il en soit, tous ces vaccins ont montré leur efficacité sur les formes graves. Et ça n'a pas changé, je dirais, en fonction des types de variants, même si avec Delta, l'efficacité était parfois un tout petit peu moindre. Et puis arrivent d'autres vaccins comme le Novavax qui donnent un petit espoir supplémentaire, parce que leur efficacité reste très bonne, mais parce que surtout on est face à des technologies peut-être plus classiques, hein, puisque c'est un vaccin à protéines recombinantes, qui est un vaccin qu'on connaît pour le vaccin de l'hépatite B par exemple, ou qu'on connaît pour d'autres types de vaccins, et peut-être que ce sont des vaccins aussi peut-être plus rassurants en termes, je dirais, d'effets secondaires à moyen ou long terme potentiellement par rapport à des vaccins ARN messagers ou à vecteurs à adénovirus, pour lesquels on n'a fondamentalement que 2 ans de recul actuellement, ou même un peu moins que 2 ans. Alors, c'est quoi les objectifs de la vaccination ? C'est de prévenir les formes sévères de la maladie. Et ça, la vaccination répond à cet objectif, parce que c'est vrai que sans cette vaccination, on aurait été beaucoup plus mal à l'aise avec la vague alpha et la vague delta. Et puis les autres objectifs de la vaccination, c'est de prévenir la transmission du virus. Là, fondamentalement, le cahier des charges n'est pas du tout rempli, et on le voit bien avec le variant Omicron, qui a un vrai échappement immunitaire à l'immunité naturelle et à l'immunité post-vaccinale. Et donc cet objectif n'est pas du tout rempli, au même titre que éviter les quarantaines. Le vaccin devrait nous éviter les quarantaines, les isolements en répétition, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Le vaccin devrait nous aider à lever les barrières sanitaires. Ce n'est pas le cas. Peut-être que c'est Omicron qui va nous aider, mais ce n'est pas le vaccin qui va nous aider à lever les barrières sanitaires. Et puis, le vaccin est censé aussi nous aider à obtenir une immunité collective. Alors, c'est vrai que petit à petit, on va obtenir cette immunité collective grâce à la vaccination, mais pas que grâce à la vaccination, grâce surtout à une circulation abondante d'un virus depuis 2 ans qui nous confère une certaine immunité cellulaire de meilleure qualité. Alors, dans le Lancet, la semaine passée, est sortie une correspondance assez intéressante sur le rôle des vaccins dans la contamination à l'échelle des populations. Et c'est une correspondance qui faisait un peu, je dirais, une synthèse des différentes études par rapport à Omicron, hein, et par rapport à la vaccination actuellement. Et simplement, je reprends la conclusion. Les données actuelles suggèrent que les politiques actuelles de vaccination obligatoire devraient être reconsidérées et que le statut vaccinal ne devrait pas remplacer les pratiques d'atténuation telles que le port du masque,
la distance physique et les enquêtes, tout ce qui est les suivis de contact des personnes, même au sein des populations hautement vaccinées. Donc vraiment, les dernières études montrent qu'en termes, je dirais, de prévention des contaminations, c'est pas bien sûr à travers la vaccination obligatoire qu'on va résoudre ce problème. Donc l'efficacité des vaccins, c'est vrai que c'est une efficacité essentiellement sur les formes graves. Sur la transmission, on peut estimer qu'il y a une petite diminution quand même des contaminations chez les personnes qui ont 3 doses de vaccin par rapport aux autres. C'est vrai qu'on a une bonne protection des maladies, des formes graves, et ça reste constant dans le temps. Mais le problème, c'est la durée de la protection. C'est-à-dire que la réponse immunitaire post-vaccinale est limitée dans le temps, de 3 mois chez les personnes qui ont une moins bonne condition, je dirais, physiologique en termes immunitaires, jusqu'à 6, voire 8 mois chez les autres personnes. Et c'est vrai que lors de la vague Delta, on avait vu que les personnes bien vaccinées avaient moins de risques d'hospitalisation. Et ça reste le cas, on l'a bien vu avec la vague Omicron. C'est vrai que donc, cette notion d'hospitalisation de percée, quand même, reste rare lorsqu'on a quand même 2 ou 3 doses de vaccin, surtout 3. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est la sécurité des vaccins, c'est-à-dire le suivi des effets secondaires. Je pense qu'on a 140 000 effets secondaires recensés au niveau de l'Agence fédérale des médicaments, environ 11 000 très graves, avec des arrêts de travail, des syndromes grippaux qui laissent les gens à la maison, et puis toute une série de problèmes de type les thromboses veineuses, les syndromes de Guillain-Barré, les syndromes de fuite capillaire, qui expliquent d'ailleurs 2 des décès sur les 4 officiellement en lien les plus directs avec la vaccination est reconnu en Belgique, les myocardites, après les vaccins ARN, surtout chez les jeunes et les jeunes hommes, et puis toute une série d'autres effets secondaires qui sont de mieux en mieux documentés, comme des troubles menstruels chez les femmes ou d'autres effets secondaires. Donc c'est vrai que la sécurité de vaccins, c'est quelque chose qui doit vraiment absolument être bien documenté, mieux documenté. Peut-être que s'il y a une sous-évaluation de cette pharmacovigilance, parce que tout le monde n'a pas le courage d'aller recenser des effets secondaires, n'a pas éventuellement accès aux médecins ou aux formulaires pour le faire, mais c'est vrai que ça reste quand même une question, je dirais, très importante à aborder, j'imagine aussi sur un plan juridique, par rapport à cette obligation vaccinale. Et puis, quels sont les risques de cette vaccination de masse, si on envisage en continu une vaccination avec des boosters tous les 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est vrai qu'on risque aussi, avec cette stimulation immunitaire en continu, de favoriser l'émergence de variants, puisque Omicron a déjà trouvé une fuite immunitaire pour, je dirais, pallier à cette barrière immunitaire post-vaccinale en Europe et dans le monde. C'est vrai que ce mécanisme d'échappement des virus va continuer, il n'y a aucune raison. Alors on espère que ce sera toujours un mécanisme d'échappement pour plus de contagiosité, ça c'est une possibilité, mais on ne peut jamais être sûr que l'aspect virulence aussi ne puisse pas émerger. Donc on risque de favoriser plus de mutations, plus de recombinaisons, c'est une réalité purement virologique, et cette recombinaison virale est déjà très bien documentée, puisque par exemple, dans un pays très bien vacciné comme le Royaume-Uni, on voit qu'il y a déjà toute une série de souches recombinantes du variant alpha à l'époque, qui étaient sans doute des recombinants stimulés par la pression vaccinale. Donc attention aux bénéfices-risques, aux bénéfices versus les risques à l'échelle d'une communauté. Ça doit être évalué, parce qu'une obligation vaccinale doit absolument garantir la réduction de la transmission. Ça, c'est très important. On ne peut pas que se centrer sur les formes graves, et donc aussi, il faut une bonne analyse risque-bénéfice par tranche d'âge. On ne peut pas analyser la population de façon uniforme. La population, elle a des caractéristiques en termes d'âge et de comorbidité, et c'est bien sûr dans ces segments de la population que, je dirais, les analyses doivent être faites. Alors c'est vrai qu'Omicron change complètement la donne par rapport aux objectifs de la vaccination. Un des objectifs, comme je vous l'ai dit, c'était de limiter le nombre de cas sévères, donc les formes graves. Et c'est vrai que les vaccins ARN fonctionnent toujours pour l'Omicron. Et pour que ça fonctionne bien, il faut un booster. Donc il faut des rappels tous les 3 mois. Et donc on doit peut-être déjà enclencher un système de rappels tous les 3 mois si on veut limiter et continuer à limiter les formes graves. C'est vrai que le nombre de cas sévères diminue, et tant mieux, mais je vous ai dit qu'Omicron, c'était surtout une épidémie d'hospitalisation plutôt traditionnelle. Et parmi les cas sévères qui persistent, ce sont essentiellement des personnes
immunodéprimés, très fragiles, pour lesquels la réponse vaccinale est peut-être moins bonne en termes d'efficacité, ou bien qui perdent plus rapidement, je dirais, leur immunité. En termes de second objectif par rapport au Omicron, le second objectif, c'est de freiner les transmissions de ce variant qui est extrêmement contagieux. Et là, on a bien compris que les vaccins ARN qu'on utilise actuellement sont peu efficaces pour empêcher les infections asymptomatiques ou bénignes. C'est vrai qu'on a actuellement une explosion du nombre de cas, et ça survient chez des personnes complètement vaccinés, et étonnamment, et c'est quelque chose vraiment qui devrait être documenté, c'est une hypothèse de recherche, on voit que les personnes qui ont 3 doses actuellement sont peut-être plus susceptibles de faire des formes symptomatiques, je n'ai pas dit des formes graves, mais des formes symptomatiques d'Omicron. En termes de conclusion, par rapport à cette partie-ci, que Omicron change la donne, c'est que le bénéfice de rendre la vaccination obligatoire, c'est bien sûr considérablement réduit depuis l'arrivée d'Omicron, et face à une population aussi très très bien vaccinée, 90% ou plus de 90%. La population est en droit de s'interroger sur les biens fondés d'imposer une vaccination obligatoire aujourd'hui, alors que nos vaccins disponibles actuellement sont mal adaptés donc à la circulation de la souche qui circule actuellement. Et puis le débat, je pense, reste utile, et je pense que on peut avoir un débat sur les manières et les conditions dans lesquelles une vaccination obligatoire pourrait être envisagée dans le temps, mais bien sûr, il faut pour ça avoir les bons outils et les outils adaptés à la situation actuelle de l'épidémie. Et puis, au niveau de la santé publique, quel est l'impact de la vaccination actuelle? C'est que les vaccins sont essentiellement, à l'heure d'Omicron, on est bien d'accord, une protection individuelle, exclusivement. C'est-à-dire que le vaccin n'a plus un objectif je dirais, qualitatif à l'échelle communautaire, mais donc vraiment c'est une arme de protection individuelle essentiellement. Tout le monde ne court pas le même risque de contribuer à saturer les hôpitaux, puisque c'est ça la grande crainte de nos décideurs, c'est cette saturation des hôpitaux. Ben non, on n'a pas tous le même risque. Avec Omicron, les choses ont complètement changé, et déjà avec Delta, c'était quand même déjà en grande partie le cas. Le pass, le CST converti en pass vaccinal ou en pseudo-obligation vaccinale, n'aura aucun impact notable sur la circulation du virus. Et puis l'immunité naturelle qu'on acquiert petit à petit doit être prise en compte. Ça, c'est une réalité aussi que nos politiques doivent prendre en compte, c'est qu'on a une bonne immunité naturelle qui est en train de se développer, post-vaccination ou sans vaccination, et quoi qu'il en soit, c'est une immunité sur laquelle on peut compter, je dirais aussi, dans le long terme, parce que cette immunité s'inscrit après plusieurs infections, plusieurs vagues successives, et cette immunité à long terme est en train vraiment de s'installer petit à petit dans la population. Donc Omicron ne sera non plus pas le seul et le dernier variant, donc ça c'est aussi important à bien comprendre, l'épidémie ne sera pas finie après la vague Omicron, et donc voilà, cette réflexion doit aussi tenir compte de ça. J'ai encore 5 minutes pour terminer, pour rappeler simplement les grands enjeux éthiques en santé publique lorsqu'on prend une décision de ce type-là à l'échelle d'une population. Et j'imagine que ça rejoint, les notions juridiques, mais je ne suis pas du tout spécialiste. Mais d'abord, c'est la question du bien fondé. C'est-à-dire, si on envisage la vaccination obligatoire, quel est le but de la mesure? On veut quoi? Qu'est-ce qu'on veut gagner qualitativement en plus qu'on a actuellement avec cette vaccination obligatoire? C'est la transparence, c'est-à-dire que est-ce que le processus décisionnel est transparent? Est-ce qu'on a donné toute l'information à toutes les personnes susceptibles d'être touchées, et est-ce que chacun a pu exprimer potentiellement sa décision? C'est bien sûr l'efficacité, je ne vais pas y revenir, je pense que je viens de la documenter dans les slides précédents. C'est la nécessité, est-ce qu'il faut intervenir maintenant avec cette obligation vaccinale? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres stratégies pour atteindre les mêmes objectifs? Et si on a une, peut-être, alors on doit choisir peut-être celle qui a le moins de tort sur la société et peut-être aussi sur la santé des individus. Et je vous rappelle qu'arrivent bientôt les antiviraux. Alors je ne suis pas en train de défendre Big Pharma et toutes les nouvelles molécules proposées par Big Pharma, mais je dirais que c'est le chaînon manquant. C'est cette prise en charge ambulatoire des personnes qui sont à risque, qui tomberaient malades et qui seraient à risque d'aller à l'hôpital. Et cette partie-là, elle nous manque, mais elle va nous arriver très rapidement. Les Français ont déjà commandé des millions de doses. En Belgique, on traîne à commander des doses. Je pense que c'est une erreur. Mais si on avait en plus cette arme thérapeutique, alors le vaccin ou l'obligation vaccinale, je dirais, aurait encore de moins en moins de sens. La proportionnalité, est-ce que les avantages de la mesure l'emportent sur le tort qu'elle pourrait causer? Il y a encore trois aspects en santé publique qu'il faut toujours se questionner. C'est la réduction des méfaits. Est-ce que les méfaits qui sont causés par la mesure peuvent être réduits, ou est-ce qu'on pourrait, je dirais, aussi les éviter? La réciprocité, est-ce que les personnes peuvent être dédommagées pour les méfaits que la mesure pourrait engendrer? Et puis, est-ce que tout ça peut se faire dans une mise en œuvre équitable? Et est-ce qu'on n'est pas en train, je dirais, de renforcer les inégalités à travers un pass vaccinal, à travers une obligation vaccinale chez les soignants, etc. Et puis, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'immunité de groupe.
l'immunité collective qui est en train de se construire à l'échelle des populations. C'est une immunité humorale, donc basée sur nos anticorps, mais c'est aussi une immunité cellulaire. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas immunologue, mais en tout cas, je dirais les publications montrent bien, je dirais, le développement de cette immunité à long terme qui est en train de s'installer petit à petit et qu'il ne faut pas sous-estimer parce que potentiellement, dans une population bien vaccinée comme la nôtre actuellement, on peut se dire que pour les 3 à 6 mois, on a une vraie protection contre des formes graves de nouveaux variants qui débarqueraient. Et ça, c'est une réalité, je dirais, grâce à cette immunité développée maintenant depuis quasi 2 ans. Et puis peut-être qu'on évolue vers une situation endémique, c'est-à-dire qu'après Omicron, on a bien compris que ce ne sera pas la fin de l'épidémie ni de la pandémie à l'échelle mondiale, mais qu'on serait capable en Belgique, petit à petit, de maintenir, je dirais, un niveau de circulation du virus qui est tout à fait maîtrisable par rapport à notre système de soins de santé. Ma dernière diapositive, c'est et maintenant, l'enjeu, c'est de maintenir l'immunité de population. Ça peut être par des vaccinations de personnes à risque, ça peut être, mais ça peut être aussi parce qu'on n'arrivera pas et on ne sera pas en Belgique dans une stratégie zéro Covid. Ça, c'est pas possible. On n'est ni la Chine, ni d'autres pays qui ont fantasmé sur cette stratégie. Et donc, le virus, il va circuler. Et donc, on va en continu, pas en continu, mais on va tomber malade, on aura des rhumes en hiver, etc. Et ça va maintenir notre immunité de base. Et bien sûr, le reste du monde, il existe aussi. Hein. On est dans un débat sans doute centré sur la Belgique aujourd'hui, mais cette pandémie doit aussi être gérée à l'échelle mondiale. C'est pas pour ça qu'il faut aller vacciner toutes les personnes non vaccinées à l'échelle mondiale. Hein. C'est pas ça que je dis, mais en tout cas, il y a des stratégies, je dirais, plus transfrontalières à trouver. Maintenant, il faut continuer à diminuer la transmission physique. Ça, je pense que c'est très important. Hein. On est au sommet de la vague Omicron. Je pense que jusqu'à la fin d'hiver, on sera contraint de porter le masque, la ventilation. Et ça, c'est pas la fin de l'hiver. Ça, c'est des stratégies structurelles. Des gestes barrières, on ne sait pas très bien jusque quand, mais je pense qu'actuellement, les mesures de protection individuelle restent les mesures vraiment les plus pertinentes. Il faut surveiller la durée de la protection vaccinale et protection, je dirais, post-immunité acquise par la maladie. Il faut travailler sur le développement de vaccins plus classiques, les protéines recombinantes avec le Novavax, les virus atténués comme le vaccin de la variole, etc., qui sont des vaccins qui pourraient arriver assez rapidement sur le marché. Il faut bien sûr surveiller les variants et développer un vaccin spécifique à de nouveaux variants si nécessaire par rapport toujours à des groupes à risque. Et on espère que des fameux vaccins qui vont développer plutôt une immunité au niveau du nez, qui vont développer des anticorps qui empêcheraient, je dirais, la pénétration du virus dans nos muqueuses nasales, qu'on appelle donc les vaccins intranasales, vont rapidement arriver aussi sur le marché. Je pense qu'il y a déjà 2 ou 3 candidats vaccins. Et ça, ce serait vraiment très intéressant, parce que ça bloquerait l'aspect transmission de la maladie. Voilà, je vous remercie.